Bienvenue donc à ce webinaire. Nous allons parler de l'application du protocole de Cartagena pour la prévention des risques biotechnologiques dans l'industrie en utilisant le centre d'échange pour la biosécurité. C'est la première partie. On va s'intéresser aux importateurs d'OVM pour une utilisation de l'alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Alors, je me présente, je suis Mohamed Elias Bchouk, je suis professeur au Centre de biotechnologie de Boursedria en Tunisie et spécialiste régional pour l'Afrique auprès du projet BCH2 du PNUE-FEM. Alors, avant de commencer ce séminaire en ligne, ce webinaire, je vais vous expliquer ce que vous avez sur votre écran. Alors, à gauche, vous avez l'écran du présentateur. C'est là où vous allez observer toute la présentation. À droite, vous avez votre panneau de contrôle où vous pouvez agir pour intervenir tout à l'heure pour poser des questions. Voici ce panneau de contrôle. Alors, si vous cliquez sur View, vous avez la possibilité de décocher l'Auto-Hide Control Panel. Cela vous permet d'escamoter ce panneau. Ou alors, vous utilisez la flèche rouge, la flèche blanche dans le panneau rouge, dirigée vers la droite. Si vous cliquez dessus, vous escamotez cet écran. Alors, vous avez sur cet écran, vous avez la possibilité tout à l'heure de lever la main. Ici, vous avez une main avec une flèche verte dirigée vers le haut. Vous cliquez dessus, je la vois, je pourrais vous donner tout à l'heure la parole. Alors, vous avez d'autres possibilités sur ce panneau de contrôle. Vous pouvez sélectionner le mode audio qui vous convient pour participer à ce webinaire. Vous pouvez aussi poser des questions dans cette case ici de chat. Vous pouvez envoyer des questions ou des commentaires à l'assistance. On vous donnera tout à l'heure la possibilité de répondre ou si vous pouvez aussi vous répondre dans cette case-là. Alors, sachez que le bouton rouge que vous avez en bas sur votre écran de panneau de contrôle indique que ce webinaire est en cours d'enregistrement. Alors, si vous ne voulez pas être enregistré, vous pouvez couper votre microphone et ne pas partager votre écran. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré pour être publié ultérieurement avec les matériels éducatifs du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, ou CEPRB ou bien BCH. Bien sûr, les opinions et concepts des participants exprimés durant ce webinaire ne reflètent pas la position officielle du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Concernant les termes officiels relatifs au protocole de Cartagena, il faut se référer au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Quand vous participez à ce webinaire, vous comprenez et acceptez cela implicitement. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au cours de ce webinaire? On va voir un peu le protocole de Cartagena pour la biosécurité. On va avoir quelques idées sur le projet BCH2 du PNUE-FEM et avoir une idée sur l'environnement éducatif virtuel et les matériels éducatifs du CEPRB. On verra une étude de cas numéro 1, et les questions relatives au protocole de Cartagena. Et enfin, on prendra les questions et les réponses à vos questions. Bien. Le protocole de Cartagena pour la biosécurité. Alors, il y a dans ce protocole diverses procédures concernant le mouvement transfrontière, et notamment la procédure d'accord préalable pris en connaissance de cause, qui est APCC, qui concerne les OVM qui seront introduits intentionnellement dans l'environnement. Il y a aussi d'autres procédures qui concernent les OVM pour une utilisation directe dans l'alimentation humaine, animale pour la transformation. C'est ce qu'on appelle les OVM AHAT. Il y a aussi des procédures pour les mouvements transfrontières non intentionnels. Il y a aussi des procédures pour le partage d'informations et le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Il y a aussi des arrangements institutionnels pour le contrôle du protocole au niveau de chaque partie. Bien. Le site du protocole, c'est à l'adresse http://
bch.cbd.int/protocole. Les matériels éducatifs, vous allez les trouver à l'adresse Moodle, http://moodle.bch.cbd.int. Dans cet espace, vous allez trouver les manuels de formation, notamment l'introduction au protocole de Cartagena pour la biosécurité, PCB. Vous allez trouver les modules interactifs, introduction au protocole. Vous allez trouver les guides de référence relatifs au protocole, les informations à publier sur le BCH, les décisions, les déclarations. Vous trouvez aussi un petit glossaire. Vous trouvez aussi les webinaires dans Google et vous allez avoir des détails à propos de ces webinaires à l'adresse indiquée ci-dessous. Alors on pourrait tout à l'heure vous montrer l'espace Moodle. Alors concernant le projet BCH2 du CNUFEM, l'objectif général est de continuer d'aider les pays éligibles au renforcement de leur capacité nationale afin d'accéder et d'utiliser effectivement le CEPRD, le centre d'échange, et de promouvoir la collaboration régionale et sous-régionale, le réseautage et l'échange d'expériences pour une gestion nationale et régionale du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Le projet a 5 composantes. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la composante numéro 2, c'est-à-dire l'ajustement approfondi et le développement de modules de formation et de partage de connaissances sur le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques dans les 5 langues des Nations Unies, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français et le russe. Voici l'adresse donc Moodle et vous pouvez vous inscrire à l'environnement éducatif virtuel. Pour être un utilisateur inscrit, il suffit d'envoyer un email à moodle@bch2project.org en précisant votre nom, prénom et pays. Voici donc la page Moodle que vous allez trouver à cette adresse. Vous pouvez vous connecter soit avec votre nom d'utilisateur et mot de passe. Lorsque vous aurez envoyé votre email avec le nom, prénom et adresse email, il vous envoie un mot de passe, vous allez l'utiliser. Vous pouvez aussi vous connecter en tant qu'invité dans cet espace. Vous n'avez pas besoin de mot de passe, vous rentrez en tant qu'invité dans Moodle et vous bénéficiez exactement des mêmes cours dispensés dans cet espace. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours demander à ce qu'on vous envoie un nouveau mot de passe en cliquant « Envoyer un nouveau mot de passe par courrier ». Il vous sera envoyé un nouveau mot de passe et vous pouvez vous connecter une deuxième fois. Alors, lorsque vous rentrez dans cet espace, vous allez avoir cette page-là d'introduction. Vous avez ici les 5 cours du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Vous avez des cours en anglais, des cours en espagnol, en français, en russe et en arabe. Vous avez aussi tous les ateliers BCH nationaux. Vous avez aussi tous les ateliers BCH régionaux. Et vous avez à gauche des espaces pour chaque pays lors de la tenue de ces ateliers nationaux. À droite, vous avez les webinaires en rouge ici. Vous pouvez accéder à ces webinaires. Alors, il y a des webinaires actuellement en anglais, en espagnol, en français. Bientôt, on aura aussi des webinaires en arabe et en russe. Alors, dans les espaces, les cours, par exemple, en langue française, vous avez différentes rubriques. Vous avez les matériels de formation, les utilisations des modules de formation du PCH ou du CEPRD pour satisfaire les besoins des intervenants, différents intervenants. Vous avez des programmes d'études pour les différents intervenants.
vous avez des manuels de formation relatifs à tous les aspects du centre d'échange. Vous avez 2 modules interactifs que vous pouvez télécharger, l'un concernant le protocole de Cartagena pour la prévention des risques biotechnologiques et l'autre concernant le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Vous avez aussi des études de cas, on les verra tout à l'heure, on a une 30aine d'études de cas. Vous avez des guides de référence, où vous avez une explication très brève sur la plupart des termes utilisés ou, pour le centre d'échange. Vous avez certains points de discussion que vous pouvez utiliser lors, par exemple, des ateliers que vous organisez. Vous avez aussi des questions tests avec leurs corrections. Vous avez des exercices. Et enfin, vous avez des outils de développement de l'application Hermes pour les centres d'échange. Pour les études de cas, vous avez, comme je vous l'ai dit, une 30aine d'études de cas. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au cas d'étude numéro 1, où un négociant mexicain voudrait importer des graines de coton. Bien. Lorsque vous cliquez sur l'étude de cas numéro 1, vous téléchargez l'étude de cas correspondante. Dans ce cas, il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, d'un négociant mexicain qui voudrait importer des États-Unis au Mexique des graines de coton en vue de les transformer. Alors l'objectif de ce cas d'étude, évidemment, est de permettre à tout utilisateur du portail central du centre d'échange, ou BCH, d'accéder à l'information souhaitée pour son activité commerciale. Vous pouvez vous aider avec le module 4 du BCH qui vous permet de vous initier à comment trouver l'information requise dans le portail central du BCH. Nous-mêmes, nous allons faire un petit exercice là-dessus. Alors, le scénario est le suivant. Vous avez un négoce au Mexique et vous souhaitez importer dans ce pays, c'est-à-dire au Mexique, une cargaison de graines de coton en provenance des États-Unis, et ce, à des fins de transformation alimentaire. Vous savez que le coton provenant des États-Unis est susceptible de contenir des éléments génétiquement modifiés. Voilà donc le scénario. Alors le coton, lorsqu'il est utilisé dans la transformation, il va servir à produire de l'huile alimentaire et il va produire aussi le tourteau qui sera utilisé dans l'alimentation animale. Voilà le scénario schématisé. Donc des États-Unis, on va importer des graines de coton qui sont probablement OVM aux États-Unis vers le Mexique. On sait que la plupart du coton cultivé aux États-Unis sont des OVM. Donc on importe les graines de coton pour la transformation alimentaire, pour l'huile, donc alimentation humaine, et pour les graines dans le tourteau qui va servir pour l'alimentation animale. Alors les questions sont les suivantes. Quelles sont les variétés de coton OVM qui ont été acceptées aux États-Unis et qui peuvent faire partie de la cargaison? La deuxième question, après extraction de l'huile provenant de la graine, le tourteau est utilisé comme alimentation animale. Question, tous les événements de coton génétiquement modifiés que vous allez peut-être importer ont-ils été autorisés par le Mexique en vue de l'alimentation humaine ou animale? Troisième question, quelle est la marche à suivre pour que l'importation de cette marchandise soit autorisée au Mexique? Voilà donc les questions auxquelles on va essayer de répondre au cours de cette étude de cas numéro 1. Donc, on est aux États-Unis, c'est la question numéro 1. On va regarder les décisions des États-Unis et autres communications. Ça, on va les trouver sur le portail central du centre d'échange.
On va regarder quel type d'OVM. Dans ce cas, nous avons le coton. Et on va voir quelles sont les utilisations qui ont été approuvées aux États-Unis. On verra une liste d'OVM qui ont été approuvés aux États-Unis. Donc, je donne ici quelques exemples. MON 89 38 3 1, c'est le coton. Nous avons aussi le coton BXN. Nous avons aussi le MON 01, 44 5 2, etc. La question numéro 2, on regarde au Mexique. On regarde les décisions du pays et autres communications du Mexique, pareil comme on a fait pour les États-Unis. On regarde les types d'OVM et le nom commun. Dans ces conditions, nous avons le coton. Et on regarde les utilisations qui ont été approuvées au Mexique. Nous allons trouver une liste d'OVM qui ont été approuvés au Mexique. Je donne ici quelques-uns de ces OVM. Le DAS 24 23 6 5, le BXN 10 215 4, le MON 01 44 5 2. Vous voyez ici qu'il y a parfois des OVM qui sont autorisés à la fois aux États-Unis et au Mexique. Et inversement, vous allez trouver des OVM qui sont autorisés aux États-Unis et non pas autorisés au Mexique, et inversement. Alors, il faudrait, pour la troisième question, voir donc, le profil des pays, dans ce cas le Mexique, pour voir à qui il faut s'adresser pour justement résoudre notre problème. Normalement, le Mexique étant partie du protocole, il a publié sur le centre d'échange, sur le BCH, l'adresse des contacts nationaux, les lois et réglementations relatives aux importations et exportations d'OVM et tout accord bilatéral ou régional ou multilatéral qu'il a engagé dans la région. Voilà donc à peu près la solution à ce problème. Nous allons voir une démonstration directement sur le site du BCH. Alors, je vais changer de fenêtre et je vais ouvrir une fenêtre sur le BCH. Alors, voici la page donc, du portail central du BCH. L'adresse est bch.cbd.int. Vous cliquez sur l'onglet langue française et vous avez ici le panneau, la barre verte où vous allez trouver divers onglets, chacun correspondant à une rubrique particulière. Vous avez ici l'accueil, vous avez ici le centre d'échange, le protocole, où vous allez trouver le texte du protocole, et vous avez ici l'endroit où chercher l'information. Donc, pour trouver l'information, vous cliquez sur cet onglet. Alors, sur cet onglet, il vous apparaît donc une barre à gauche où vous avez toutes les informations introduites par les parties au protocole. Vous avez des informations sur les correspondants nationaux, sur les lois et réglementations, sur les décisions des pays, et d'autres communications, sur la liste des experts, sur les registres d'OVM, de gènes ou organismes, sur les rapports nationaux, sur le renforcement des capacités, sur les organisations de biosécurité et sur la bibliothèque virtuelle du CEPRB. Vous pouvez aussi effectuer une recherche avancée. Dans notre cas, nous allons voir des décisions des pays. Donc, on revient à notre cas d'étude numéro 1. Nous avons dit que le négociant voudrait importer des graines de coton des États-Unis pour un usage en alimentation humaine et animale ou pour la transformation. Alors, je clique sur la décision, la rubrique décision. Donc ici, je peux rechercher des décisions des pays et autres communications.
Dans notre cas, nous allons chercher les décisions qui ont été publiées par les États-Unis. Donc, je regarde ici dans les zones géographiques, je vais sélectionner un pays, je vais sélectionner les États-Unis. Donc, je vais chercher États-Unis. Voilà, je clique dessus, j'ai sélectionné les États-Unis. Dans les types de décisions ou déclarations, je vais sélectionner une décision des OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés, selon l'article 11 du protocole. Dans les types d'organismes vivants modifiés, je vais cliquer sur le filtre par organisme parent et par nom commun. Vous allez voir s'ouvrir ici un autre champ qui va vous donner les noms communs des OVM. Alors, je vais prendre ici donc coton. Je clique sur coton. Voilà. J'ai indiqué maintenant les éléments de ma recherche. J'appuie sur le bouton rechercher. La page de recherche m'indique qu'il y a 9 enregistrements qui se rapportent à des décisions des États-Unis d'Amérique pour des OVM et pour différents usages. À droite, vous avez des icônes, tantôt escamotées, tantôt visibles, qui sont relatifs à l'usage autorisé pour cet OVM. Alors, si on prend l'exemple, le premier exemple, l'OVM MON 01445.2, il a été approuvé aux États-Unis pour une utilisation d'introduction intentionnelle dans l'environnement. Il a été approuvé pour une utilisation pour l'alimentation humaine et il a été approuvé pour une utilisation pour l'alimentation animale. Pour tout le reste, l'icône, il est gris, il est escamoté, ça veut dire que l'autorisation n'est pas pour ces usages. Vous pouvez parcourir toute cette liste, vous allez trouver différentes décisions émanant des États-Unis concernant les différents cotons OVM. Alors, vous pouvez copier cette liste, la garder à côté de vous, pour pouvoir l'utiliser tout à l'heure en comparaison avec ce qui a été approuvé au Mexique. Bien. Revenons maintenant à notre rubrique de recherche pour voir qu'est-ce qui a été autorisé au Mexique. Alors, je fais la même démarche. Je choisis donc ici non plus les États-Unis, mais je choisis le Mexique. Je choisis les types de décisions. Je vais choisir, donc pareil, décision sur l'utilisation directement pour l'alimentation humaine ou pour la transformation, suivant l'article 11 du protocole. Je vais choisir ici l'OVM par nom commun. Pareil, donc je choisis coton. Voilà donc les éléments de ma recherche. Je clique sur le bouton rechercher. Et il va me donner, cette fois-ci, 13 enregistrements. Ça veut dire que le Mexique a donné une approbation pour 13 OVM. En fait, on voit que certains OVM, on n'a pas d'informations sur l'approbation. Dans ces conditions, il faudrait peut-être aller directement sur l'OVM pour voir de quoi il s'agit. Pour d'autres OVM, on a une indication. Nous avons ici, par exemple, pour MON 00531.6, l'approbation a été donnée pour l'usage alimentaire. Pour le troisième, c'est comme pour le premier, il n'y a pas d'indication à ce moment-là, il faudrait regarder de plus près cette décision, et ainsi de suite. Alors, prenons par exemple
le deuxième cas, cette approbation donnée pour l'usage alimentaire. Alors, si vous cliquez sur l'OVM, bon, ici, on va ouvrir une parenthèse pour voir la rubrique registre des OVM. On reviendra tout à l'heure à notre cas d'étude. Alors, pour cette décision, elle concerne donc l'OVM MON 00531-6, Bolgar, c'est le nom commercial du coton. La compagnie qui l'a produit, c'est Monsanto. Et l'OVM sera destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine. Un peu plus haut, vous avez l'autorité nationale compétente responsable de cette décision au niveau du Mexique. Vous avez l'adresse, vous avez le téléphone, vous avez l'adresse email ou le courriel, et vous avez aussi un site web. Si vous cliquez maintenant sur l'OVM en question, vous pouvez accéder à des informations sur le registre des OVM. Alors, voici le registre de l'organisme vivant modifié, MON 00531-6, Bolgar, coton. Vous avez ici toute l'information concernant cet OVM. Vous avez avec ce code à barre que les douaniers pourraient utiliser pour accéder directement, en utilisant leur scanner, pour accéder directement à cette page d'information. Alors, vous avez différentes informations. Ici, vous avez le nom de l'OVM, Bolgar. Donc, l'événement de transformation, c'est l'événement 531. L'identifiant unique, on en parlera tout à l'heure, de cet OVM. Le développeur, dans ce cas, c'est la compagnie Monsanto. Elle a une adresse et un site web. Description, le coton, la lignée de coton, donc ici, c'est en anglais. Donc, elle est génétiquement résistante au coton, à la puce du coton et à la puce du tabac et ainsi que à la puce rose, en produisant son propre insecticide. Cette lignée a été développée en introduisant le gène CRI1AC isolé de la bactérie Bacillus thuringiensis bt et introduit dans une lignée de coton par une technique d'agrobactérium. L'organisme récepteur, dans ce cas, c'est toujours en anglais, malheureusement. Dans ce cas, c'est donc le coton. Alors, vous avez d'autres OVM apparentés à cet OVM. Bon, ici, il vous donne des indications. Donc, le MOL 899-24-2, le MOL 00-757-7 sont apparentés. Vous avez plus bas le vecteur utilisé pour la transformation avec les différentes séquences utilisées dans cette transformation. Vous avez donc ici le promoteur, le gène donc de résistance, le gène terminateur, le promoteur 35S, le gène de résistance à la canamycine, le NPT2, et le terminateur, donc nopaline synthase. Vous avez d'autres indications d'informations, toujours en anglais malheureusement, dans cette page. Vous avez des caractéristiques de l'OVM, donc les traits modifiés, donc c'est la résistance, les traits modifiés sont la résistance aux antibiotiques, dans ce cas, résistance à la canamycine, la résistance aux maladies et aux parasites, dans ce cas, c'est les insectes, la chenille tisseuse, les papillons et mites. Et pour l'usage, vous avez l'usage courant, l'usage industriel. Vous avez différentes autres méthodes de détection que vous pouvez appliquer pour cet OVM. Vous avez ici des liens qui vous envoient à des références de laboratoire pour la détection de cet OVM. Vous avez aussi d'autres renseignements supplémentaires concernant cet OVM et autres sites web qui s'intéressent à cet OVM.
Enfin, plus bas, vous avez tous les enregistrements sur le centre d'échange qui font référence à ce document. Nous avons ici 159. 93, entrée à des décisions de pays ou autres, communication. 47 enregistrements sont relatifs à l'évaluation des risques. 11 enregistrements sont relatifs à des organisations de biosécurité. Et 8 enregistrements relatifs à d'autres OVM qui font référence à cette page. Voilà donc pour les différentes descriptions que vous pouvez avoir et informations sur l'OVM. Dans le second onglet, vous pouvez trouver toutes les décisions qui ont été prises sur cet OVM par les différents pays. Alors dans ce cas, vous avez des pays de l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, etc. Et chacun a pris des décisions concernant cet OVM pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale, pour la transformation, pour l'aspect commerce, pour l'usage commercial, pour les essais en plein champ ou autres. Donc cette page vous permet d'accéder à toutes ces décisions et voir quelle est la décision prise par chacun de ces pays. Enfin, le troisième onglet peut vous amener aux évaluations des risques faites sur cet OVM. Dans ce cas, nous avons 9 évaluations des risques faites par divers pays, le Brésil, Canada, Costa Rica, etc. etc. Là aussi, vous pouvez faire aller dans ces liens pour voir la nature de l'évaluation des risques effectués par ce pays. Bon, je vais prendre par exemple le premier, le Brésil. Si vous cliquez sur l'évaluation des risques faite par le Brésil, vous allez à la page relative à cette évaluation des risques et tous les détails, qui a fait l'évaluation, etc. Vous avez un rapport qui peut vous renseigner sur cette décision. Bien. Revenons maintenant à notre cas d'étude. Alors, je vous rappelle que nous avons fait une recherche pour voir donc quels sont les OVM coton destinés à l'alimentation humaine, animale ou à la transformation qui ont été approuvés aux États-Unis. Et une deuxième fois, on a cherché la même chose, qu'est-ce qui a été approuvé au Mexique. Aux États-Unis, nous avons trouvé 9 OVM autorisés. Au Mexique, nous avons 13 OVM autorisés. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les OVM qui sont autorisés aux États-Unis ne sont pas forcément ceux qui sont autorisés au Mexique et inversement. Donc, dans ce cas, le commerçant se trouve devant un problème. S'il va importer donc du coton des États-Unis, il risque de trouver des OVM qui ne sont pas autorisés au Mexique. Donc, dans ce cas-là, il va s'adresser, donc c'est la réponse à la troisième question, il va s'adresser aux autorités nationales compétentes du Mexique pour demander des informations sur les procédures à suivre pour demander l'autorisation de ces OVM qui sont aux États-Unis au Mexique. Donc, on revient donc à notre recherche. Nous allons dans les contacts nationaux, les correspondants nationaux. Donc, je vais dans les correspondants nationaux et je vais chercher dans le Mexique quelles sont les adresses des autorités nationales compétentes ou bien des correspondants nationaux. Alors, je vais au Mexique et je vais chercher, alors, tous les correspondants nationaux ou bien toutes les autorités nationales compétentes. Je vais chercher tous, on va dire. Pour voir à la fois les autorités nationales compétentes et les correspondants nationaux. Je vais mettre rechercher. Alors, il me donne donc 7 enregistrements. Je peux grouper ces enregistrements donc, par type d'enregistrement.
Donc, j'ai 4 autorités nationales compétentes, j'ai un site web, une base de données, et j'ai 2 correspondants nationaux. Alors, si vous voulez aller aux autorités nationales compétentes, vous pouvez cliquer sur la flèche à droite, et vous avez les autorités nationales compétentes. Alors, chaque autorité nationale compétente, normalement, elle a des prérogatives particulières. Il faudrait voir laquelle est concernée par donc, le coton transgénique. Alors, voyons la première, par exemple, c'est donc nom de l'autorité nationale compétente, c'est le secrétariat de salut, c'est le secrétaire, je pense, ministère de la Santé. Alors, fonction administrative, donc OVM destiné à être transformé, évaluation des risques, OVM destiné à être utilisé directement pour l'alimentation animale ou pour l'alimentation humaine. Donc, le négociant peut s'adresser à cette autorité nationale compétente pour demander des renseignements, comment faire pour engager une procédure d'autorisation des OVM qui ne sont pas autorisés au Mexique. Voilà. Alors, on revient à la présentation. Donc, nous avons vu dans ce premier cas d'étude, nous avons vu donc les décisions prises par les États-Unis. Nous avons vu les décisions prises par le Mexique. Nous avons remarqué que certains OVM qui sont approuvés aux États-Unis ne sont pas approuvés au Mexique. À ce moment-là, le négociant va aller vers le profil des pays, va voir le Mexique et va regarder les contacts nationaux, les lois, les accords bilatéraux, etc., pour voir comment il peut demander l'approbation des OVM qui ne sont pas approuvés donc, au Mexique pour pouvoir effectuer son importation. Voilà pour cet exercice. Alors, en résumé, donc voici les OVM qui sont approuvés aux États-Unis, donc les 9 enregistrements. Les 4 ici cités ne sont pas approuvés au Mexique. C'est donc ces 4-là que les négociants doivent engager la procédure d'autorisation au niveau du Mexique. Si le Mexique n'autorise pas ces OVM, le négociant ne pourra pas importer le coton des États-Unis. Donc, en résumé, vous avez donc des OVM autorisés pour l'alimentation humaine, animale et la transformation. Bon, je dis ici qu'un petit résumé, bien sûr, je ne vais pas reporter tous les OVM. Nous avons donc trouvé dans la question numéro 1 ceux qui sont approuvés aux États-Unis. Bon, dans ce cas, nous avons par exemple le MON 1445, 731, etc. Tous ceux-là sont approuvés aux États-Unis. On a vu que parmi ceux-là, il n'y a que 2 qui sont approuvés au Mexique, dans cet exemple. Donc 4 ne sont pas approuvés. Donc pour ces 4-là, le négociant doit absolument engager une procédure d'approbation, d'autorisation au niveau du Mexique. Il contacte pour cela donc l'autorité nationale compétente du Mexique pour engager cette procédure. Alors concernant l'identifiant unique de l'OVM, ou bien ce qu'on appelle le UI, alors il est composé de 3 éléments. Le premier élément, il est composé de 2 ou 3 caractères alphanumériques qui vont désigner le demandeur, la compagnie qui a produit cet OVM. Les 5 ou 6 deuxièmes caractères ici désignent l'événement de transformation. C'est un numéro normalement donné par le demandeur ou la compagnie qui a produit l'OVM. Et enfin, vous avez ici un caractère numérique pour vérifier toutes les informations précédentes. C'est un système d'identifiant unique international
qui a été élaboré par l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est un document d'orientation sur la formulation d'un identificateur unique pour les plantes transgéniques. Ce document a été adopté maintenant par les parties au protocole et on utilise ce type de numérotation pour désigner les OVM en circulation. Chaque OVM a son identifiant unique. Alors, par exemple, dans l'étude de cas numéro 1, nous avons rencontré différents identifiants uniques. Alors, le code ACS, normalement, il désigne donc le demandeur, comme je l'ai dit, c'est ici, c'est le Bayer Crop Science. DAS, il désigne Dow AgroScience et Pioneer Hybrid. Ce sont des compagnies américaines, multinationales. DD désigne le DuPont. SYN désigne Syngenta. Alors parfois, certains codes désignent plutôt un caractère, comme le BXN, il désigne la résistance aux herbicides, et plus particulièrement aux bromoxyniques. Alors, comme je vous l'ai dit, le protocole de Cartagena donc, a demandé dans son article 18.2, paragraphe A, la conférence des parties, siégeant donc en tant que réunion des parties au protocole, ce qu'on appelle la COPMOP, prend une décision, en particulier la façon dont il faudra spécifier l'identité de ces organismes, ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du protocole. Donc l'entrée en vigueur a eu lieu en 2003, 2 ans plus tard, donc on a choisi l'identifiant unique proposé par l'OCDE pour une utilisation générale au niveau des parties du protocole. C'est ce qui s'est passé donc à la COPMOP, la 3e COPMOP, c'est la décision donc BS3-10. Donc le paragraphe 4, prie les parties au protocole et prie instamment les autres gouvernements de prendre des mesures garantissant que la documentation accompagnant les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés dans la production commerciale est autorisée en accord avec les cadres réglementaires nationaux et conforme aux critères du pays d'importation et stipule clairement, alors dans les paragraphes petits e, le code de l'événement de transformation de l'organisme vivant modifié ou, s'il est disponible en tant que clé d'accès aux informations, dans le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, son code d'identification unique. C'est le code dont on vient de parler. Alors, dans l'annexe 2 du protocole de Cartagena, on demande aussi que les renseignements à fournir pour tout organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, conformément à l'article 11, paragraphe E, toute identification unique de l'organisme vivant modifié. Ceci dans l'annexe 2. Maintenant, concernant l'utilisation prévue de l'OVM, le protocole de Cartagena dans son annexe 1, les informations devant figurer dans les notifications à présenter conformément aux articles donc 8, 10 et 13 relatifs à l'accord préalable pris en connaissance de cause, il demande l'utilisation prévue de l'organisme vivant modifié ou des produits qui en sont dérivés. De même, dans le protocole de Cartagena, dans l'annexe 2, dans les renseignements à fournir pour tout organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, conformément à l'article 11, il demande le nom et les coordonnées de la personne demandant une autorisation ou utilisation sur le territoire national. Donc, toutes ces informations figurent donc dans le centre d'échange. C'est ce qu'on a utilisé, nous, lors de notre recherche dans le cas d'étude numéro 1, lorsqu'on a cherché le type d'autorisation ou le type d'information. En fait, ce sont ces informations que l'on cherche et qu'on récupère lors de notre recherche.
Qu'est-ce qu'on a appris donc au cours de ce webinaire? On a appris comment utiliser donc, le centre d'échange pour aider un importateur d'OVA. On a appris comment trouver l'aide dans l'environnement virtuel, les matériels éducatifs du centre d'échange. On a appris comment trouver l'information sur le centre d'échange à propos des décisions, à propos des OVM. On a vu le lien rapide, le lien au centre d'échange où l'information sur l'OVM est disponible. On a vu toutes les décisions concernant un OVM spécifique. Il est possible donc d'avoir toutes ces décisions sur le centre d'échange. On a vu qu'il est possible d'accéder aussi à toutes les évaluations des risques faites sur cette OVM. On a vu comment on peut retrouver les adresses et coordonnées des autorités nationales compétentes, comment aussi on pourrait accéder aux lois et réglementations des pays. Bien, j'espère que vous avez apprécié donc ce webinaire. Je vous laisse la parole pour les questions. Et merci.